tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui mes petites perruques, j'espère que vraiment déjà d'entrée de jeu ça va pour vous, vraiment, tu vois. J'espère vraiment que si ça va pas, ça ira mieux. Point barre, hein, est-ce qu'on pourrait pas prendre un tout petit peu soin des uns des autres? Ce serait plutôt pas mal. Vous aurez remarqué, j'ai une patate de l'enfer. Retour de la lecture de la semaine, j'ai lu au moins 8 œuvres cette semaine et j'en ai sélectionné 6, il me semble, alors des choses excellentes, des choses très bonnes, des choses un petit peu moins bonnes à mon sens, mais qui sont quand même suffisamment intéressantes pour qu'on en parle. Où c'est que j'ai trouvé tout ce temps? Je ne sais pas. En tout cas, mes cernes me disent Motherfucker guys, stop now, ok? Je pense à un cri du cœur de la part de mon corps moi-même. Oh! On va pas perdre beaucoup plus de temps, hein, si ça vous va, que vraiment j'ai trop d'énergie. Oh, pardon. Pardon. Ouais Roger, ça va? Ouais, vas-y. Allez, on va couper toute la partie téléphonique là, c'est pas possible. Il décroche en plein milieu de la vidéo, c'est quand même pas normal, il y a un truc qui va pas. Bah tu fais comme tu veux, mais les gens ils aiment bien en général quand Roger l'appelle. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Non, je te promets, t'as qu'à regarder les commentaires, la plupart des gens ils parlent des conneries que Mills fait, ils parlent même pas de la BD, ils s'en ont rien à branler. La plupart des gens sont là parce que Mills fait le con. Ah je te promets, c'est assez fou, mais c'est la stricte vérité. Non mais regarde-le ce débile, il se respecte même pas lui-même. T'as vu sa gueule de pain pâté moutarde? Son décor est dégueulasse, il y a une espèce de Batman violet, il y a un espèce de chapeau de... une bière, une canette, une baguette de batterie cassée. Non, je peux pas laisser ça. En plus c'est 1h30 de discussion où c'est complètement débile, ça n'a ni queue ni tête. On va essayer de up un petit peu la chaîne parce que là on s'en bat les reins de ce qu'ils vont se dire, on est d'accord. Ouais mais bah, après tu fais ce que tu veux, hein, mais peut-être que Mills va perdre des abonnés parce que le montage sera moins bon, ce sera moins drôle et du coup bah, tu vas perdre ton boulot. Voilà, et peut-être que du coup il me prendra moi pour faire le montage. Bah, après c'est toi qui vois. Effectivement j'avais pas vu ça comme ça, dis donc. Non, ce que je vais faire c'est que je vais faire un best-of. Non, je vais faire un best-of, faut garder le côté la cave du Mills un peu décalé et tout. Tu fais bien de me le dire. En plus il y a des BD qui sont pas simples à aborder dans cet épisode. Faut que les gens rigolent. On est en 2024 les gars, qu'est-ce qu'il y a? On peut rigoler ou pas? Bon voilà. Non, je vais faire un petit montage vite fait et comme ça le patron sera content et peut-être que je garderai mon poste parce que j'ai quand même 5 enfants. Merci pour le conseil en tout cas. Hein, je vais faire ça de ce pas. Allez, on se motive. C'est vachement bien en tout cas depuis le début là, c'est vrai que ça... Et on sent que le mec il monte en... Tu sais quoi? Hein? Ferme-la. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup le gars il avait pris son tracteur, tu vois, et il avait pas vu qu'il y avait le chien qui traversait. Je suis parti de la soirée de chez Pauline en courant. J'avais qu'une seule Santiago. J'ai perdu l'autre. Et me suis retrouvé dans la rue comme une merde avec un oignon qui fait la taille d'une balle de handball. Qu'est-ce que je foute de ça? En tout cas, je te remercie d'avoir appelé mon Roger. Attends, j'ai peut-être une petite blague pour toi. Ça t'intéresse? Ok, accroche-toi, c'est une blague de politique. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans la salle. Comment ça, t'as pas compris? Bah, la salle, genre la salle. Non, laisse tomber. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber. Merci d'avoir appelé, bisous. Oh la vache, allez, c'est parti. Et on commence immédiatement avec une œuvre lourde, une œuvre puissante, une œuvre massive, une œuvre velue, trapue, une œuvre christique. Ah, ça commence à dire? Oui, une œuvre de chez 404 graphiques. Judas, ou Judas, de Jeff Loveness au scénario et de Jakub Rebecca. Ça coûte 22€, c'est sorti le 24 octobre 2024. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Déjà, l'œuvre est magnifique. Alors oui, on sait, chez 404 graphiques, c'est beau et tout. Oui, mais mec, c'est pas parce que c'est beau qu'il faut arrêter de le dire. Il y en a qui s'en foutent du contenant. Moi, je m'en fous pas. Voilà, l'œuvre est belle. Que les gens sachent que pour une beauté comme ça, pour 22 balles, ça existe, c'est possible. Regardez-moi ça. Ce serait pas de l'hébreu, ça. Et moi je parle hébreu ou pas? Pas du tout. Voilà. Donc si quelqu'un peut screener ça et faire des recherches pour me dire qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous de l'ISBN là, ça m'arrangerait beaucoup parce que ça me trigger depuis le début. Tout simplement. De quoi ça parle, Judas? Bon bah ça parle de Judas, voilà, tout simplement. Voilà. Bouquin suivant. Non, Judas, qu'est-ce que j'en sais moi? Non, je suis pas très religieux, vous le savez bien, mais je vais faire un effort pour vous. Judas, un mec qui a trompé Jésus. Jusque-là, je pense que ça va, pour 30 deniers d'argent, d'avoir des militaires, pour dire, il est là, machin, allez l'amener au grand prêtre. Ah, point barre, c'est dingue, mais c'est tout, c'est à peu près tout ce que je sais de la religion, et c'est déjà pas mal, parce que t'as pas besoin de savoir beaucoup plus. Tu commences l'histoire, les fameux deniers, avec la croix portée, tout ça, voilà. Et puis juste après, oh, beau gosse, c'est qui? C'est Judas, voilà, tout simplement, qui se met à pleurer, et qui se fout la corde autour du cou, et puis d'un coup... L'enfer, mon pote! Il débarque en enfer et tu vas suivre l'histoire de ce bon vieux Judas qui va traverser les enfers. Il va faire des rencontres de personnes qu'on a un peu tous en nous. Je vous dis pas qui c'est, mais vous le savez, vous le sentez. Ça sent le soufre, mon pote. Donc tu as su Judas qui va traverser cet enfer, hein, ces âmes damnées, ces gigantesques monstres comme ça à quatre faces, avec 4 ailes et des petites mains sous les bras.
Le tout avec des versets d'Ézéchiel. Est-ce que c'est apocryphe ou pas? Je pense que c'est pas loin quand même. C'est hyper stylé. Je me suis dit, lis ça comme dans l'Heroic Fantasy, mais fais-le, mon gars, fais-le. Et je l'ai fait. Et j'ai pris un pied de ouf. J'ai pris un pied de ouf, parce qu'en plus de ça, on va parler des dessins après, mais Jeff Loveness, il te balance des histoires un petit peu mis de côté, comme ça, et il te donne un avis assez important et assez intelligent sur Judas, que j'avais jamais capté. Alors, c'est pas par rapport à quoi c'est canon par rapport à la religion. Écoutez, les gars, je vais utiliser le mot canon dans la religion. Est-ce que déjà, c'est pas une espèce de manque de respect? Alors c'est faux, je vous respecte tous, calmez-vous. Mais il y a un truc de Judas, en fait, depuis le début, les dés sont pipés. Pour Jésus, il avait besoin d'un bouc émissaire. Il avait besoin, pour y arriver, de faire des dégâts autour de lui. Malheureusement, Judas était la personne sélectionnée. On voit le petit Jésus, tranquillou, en train de papoter sous un arbre, assis sur une pierre, à tout plein de gens, en leur disant: Là les gars, moi je marche sur l'eau, je peux le pain, le vin, tout ça, tu connais? Les maladies, on oublie les maladies, stop, fini les maladies. Et ouais, mais bon, Judas, à un moment, il se dit: mais bordel, si tu marches sur l'eau, pourquoi t'as fait un monde où on peut se noyer? Si tu me parles de bouffe, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Et pourquoi autour de moi, des gens meurent de maladie, alors que tu pouvais les sauver, t'en avais la capacité? Je commence à douter, frérot. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que c'est assez court, mine de rien. Enfin, assez court. Ça se lit très bien, et c'est très graphique comme œuvre. Mais il y a un fond qui est terriblement efficace. C'est le délire de: c'est à Judas de pardonner. C'est grâce à des gens comme Judas que la prophétie a pu se faire et tout. Il y a vraiment un truc hyper profond là-dessus, voilà. Moi, je me suis reconnu en Judas. Ah, je vous le dis tout de suite. Pas parce qu'il est beau gosse, évidemment. Non, parce que, ouais, j'ai compris son raisonnement, son développement, et l'histoire est amenée de telle manière que, bah, tu te dis: ah, Judas, au final, ouais, je comprends mieux. Attention, ne trahissez pas vos amis, c'est pas ça que je veux dire, hein, d'accord? Mais regardez-moi ça. On parle des dessins maintenant ou pas? Yacoub Revelka, il a fait le dernier jour de Howard Philip Lovecraft, il y a 2 ans de ça, maintenant que je vous en parle. Le truc, c'est que ça, c'était en 2017 ou en 2018. Donc ça, c'était avant. Et du coup, il y a une petite simplicité dans le dessin par rapport au dernier jour de Howard Philip Lovecraft que vous pouvez retrouver chez 404 graphiques également. J'ai arrêté de le dire, ce titre, parce qu'il est beaucoup trop long. Il y a un côté simpliste, entre parenthèses, parce que c'est magnifique et c'est très, voilà, c'est très complet, très beau, mais il y a un côté un peu vitrail, et c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de technique, mais il y a tout autant de profondeur, voilà. Donc c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, c'est vraiment très beau. On t'explique plein de phases de la Bible, on t'explique enfin, c'est vraiment très très beau, très très complet, ça se lit tout seul, c'est vraiment horrifique, comme il faut. C'est plus horrifique que bienveillant, on va pas se mentir. On va quand même suivre l'histoire d'un mec qui est en enfer, quoi. Donc, moi j'ai adoré, et c'était pas du tout Gedi pour moi, les gars, pas du tout. Je suis en train de me dire: ouais, bah, attendez les gars, vous m'avez envoyé le bouquin, et merci à 404. J'aurais dit: ouais, vous êtes sûr, parce que... Bon, je viens le lire, on va essayer. Et bah ouais, voilà. Il faut toujours essayer, faut toujours être curieux, parce que je viens de me prendre une énorme tarte avec, bon, un texte peut-être, voilà, qui est pas validé, hein, mais au moins, il y a une histoire qui est proposée, et Jeff Loveness en a fait un truc magnifique, et puis des illustrations de Yacoub Revelka, putain, c'est un génie, ce mec, c'est un génie. Donc foncez pour Judas. Et maintenant, le petit perru, je vais parler d'une œuvre qui est beaucoup, beaucoup plus légère, tout simplement. Chapatanka, une petite ville sans histoire au fluide glacial, de Jocelyne Joret au dessin et à la couleur, et de Beignet au scénario. Les couleurs sont de Drac. Ça coûte 15,90€, neuf, sorti le 21 août 2024. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Merci à monsieur Sam Oldman, c'est 1863. Merci à toi, poteau, parce que c'est toi qui m'as dit, alors, c'est toujours pareil. Voilà, je sais que c'était lui. J'ai marqué dans la liste, et je l'ai acheté. Et il m'a dit: c'est pile poil fait pour toi, c'est absurde, c'est un peu taré, il y a des grosses références à des films et tout. Effectivement, c'est le cas. Voilà, j'ai adoré. Et attention, c'est vraiment pas pour tout le monde, on est vraiment sur de l'absurde absolu, tout simplement. De quoi ça parle? Dans la petite ville de Chapatanka, une shérif qui s'appelle Maddie Edwards, qui est shérif de la ville. Il se passe pas grand chose en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, parce qu'en fait il se passe énormément de choses, mais elle est tellement occupée à écrire des romans, parce qu'elle est aussi écrivaine, et en fait elle s'inspire de ce qui lui arrive en tant que shérif pour écrire des romans. Sauf qu'elle voit pas absolument rien de ce qui se passe autour d'elle, quoi. On est vraiment sur une meuf qui va, dans un premier temps, chercher 2 jumelles un peu diaboliques, un peu tarées, où ses parents ont tout simplement accepté le fait que oui, on les a abandonnées dans la forêt. Ah, mais vous avez de la chance, ici c'est pas réprimandé par la loi. Oh là là, la chance qu'on a eue. C'est vraiment des trucs complètement absurdes. Elle pourra en croiser un énorme alligator, un espèce de coyote qui dessine des trucs, un extraterrestre. Ça va très très loin, hein. Il y a énormément de références à des films comme Shining, des séries comme Fargo et compagnie. On est vraiment sur du fan service de tout ce qui est amoureux de pop culture et d'enquête policière, de petits village, tu vois, qui est un peu reclus de la société. C'est vraiment excellent, et le dessin, je l'adore. Voilà, on est sur un délire très cartoon. C'est bourré d'humour, le côté verbeux ou juste en dessin. Il y a énormément de gags dans les cases, et
Et des fois, t'as pas besoin de beaucoup de texte pour rigoler. Voilà, j'ai beaucoup rigolé. C'est plein de petits numéros qui sont regroupés et à la fin, il y a quand même une conclusion. Donc c'est un one-shot, mais c'est un tome 1. J'ai cru comprendre que là, effectivement, il n'y a pas de numérotation, mais il me semble qu'il y a un tome 2 qui va arriver. Et ça fait putain de plaisir. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. C'est vraiment, si vous aimez le délire un petit peu fluide glacial, je sais que c'est une série qui a eu un gros succès, mais si vous aimez le côté absurde et humoristique, vous allez adorer. Typiquement, moi j'ai adoré, tu vois, genre, il y a les deux gamines qui débarquent, les parents qui disent qu'ils ont perdu leurs deux gamines, et du coup, ils partent pour faire une espèce de battue pour rechercher les gamines. Le FBI arrive parce que, voilà, tu connais le FBI, ils arrivent avec leur grand soulier dans un gros coup de pied dans la gueule, et puis ça, genre, écoutez, on se charge de l'affaire. La petite meuf, elle est là, elle dit, non, dégagez. Hop, le FBI se barre. Habituellement, c'est le problème entre les fédéraux et le shérif et tout. Il y a vraiment un problème de, tu sais, police d'État et police de la contrée et tout. Et là, effectivement, c'est pas le cas. Le mec, la meuf lui dit juste dégagez, tu tout le FBI qui se barre. C'est vraiment un truc aussi bête que ça. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a un délire avec un natif américain qui est à la limite de l'insupportable, tellement il y a du racisme, tellement il y a des préjugés, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et ouais, j'ai passé un super moment. J'aime beaucoup parce que tu croises tout ce que j'aime, quoi. Malheureusement, dans l'absurde des États-Unis, quoi. Il y a des rednecks, il y a des natifs américains, il y a l'irrespect total et le dessin est vraiment touchant, je trouve. C'est un dessin qui est très juste par rapport à ce que ça raconte. C'est très efficace. Il y a un vrai petit travail sur la couleur. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une immersion par rapport à la couleur. Donc ouais, c'est une petite BD qui comme ça paye pas de mine. Et au final, quand tu vois, il y a le moment où où la shérif Maidy Edwards est en repos et puis elle fait la grosse teuf de ouf. Et peu importe ce qui se passe, elle va absolument pas bosser, tu vois. Un vrai côté bon enfant. Donc écoutez, c'est Chapatanka, c'est chez Fluide Glacial. J'attends vraiment avec impatience ce tome 2 et je remercie encore ce bon vieux Sam Oldman 6863. Peut-être pas mal de changer le pseudo de temps en temps quand même. Je te remercie pour la découverte et comme quoi, bah voilà, ça fait du bien d'avoir une communauté qui conseille des œuvres parce qu'ils commencent à te connaître de plus en plus. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas ça d'être youtubeur. Ouais, t'es derrière ton écran, tu fais mais qu'est-ce qu'il raconte, Miss? Oui, mais désolé, je viens de te présenter une œuvre un peu familiale, drôle, où t'as envie de te procurer le tome 2 le plus rapidement possible parce que t'as passé un bon moment. Mais là aussi, j'ai passé un bon moment si tu veux. Sauf que c'est pas du tout le même sujet. C'est dramatique, c'est dégueulasse, c'est horrible, ça fait gerber une page historique de notre monde, pays, mais oui, mais notre monde. Horrible, crime contre l'humanité, on en est là. Une œuvre sortie chez Glénat pour 23€ le 16 octobre 2024. Une œuvre qui parle... Tadam! Des nazis! On est d'accord que c'est pas du tout le même sujet. La troisième caméra de Happy Ken et de Rodier, par les auteurs de La Bombe et de La Balade du soldat Odawa. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre, mais ça donne clairement envie. Le scénariste, donc Cédric Appiquian, le dessinateur Denis Rodier, la coloriste Élise Follin, et le dossier historique réalisé par Nicolas Ferrard. Bravo à cette équipe, ça m'a mis un coup de poing dans le... bide. De quoi ça parle? On est en 1945, on est à la fin de la guerre, clairement. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Propaganda Compagnon, reporter de guerre allemand de Goebbels, avait pour habitude d'utiliser deux appareils photo officiels afin d'alimenter la propagande du Reich. Pourtant, presque tous s'étaient munis d'un troisième appareil clandestin échappant à tout contrôle, la fameuse troisième caméra. Voici l'histoire de l'une d'entre elles. J'avais pas dit, mais c'est 1000 feuilles. Déjà, on ouvre le bouquin, on hallucine de voir la puissance des dessins se crayonner avec, soutenu par cette couleur pastel qui est magnifique. Ça sent le souffle, ça sent la chaleur, ça sent la guerre, ça sent l'horreur. Vraiment, c'est hyper cool. On arrive ensuite, le 56e anniversaire de Adolf Hitler. On est à Berlin, le 20 avril 1945. On voit Adolf qui fait le tour de ses troupes. Les gamins qui ont 16 ans, qui sont en garde à vous. Enfin, vraiment, par rapport à la jeunesse hitlérienne et tout, c'est une horreur. Et on voit ce caméraman photographe qui suit toujours pour la propagande, hein, parce que clairement, ce bouquin parle des compagnons de la propagande allemande qui étaient 15 000, je crois, 10 ou 15 000. Énorme, quoi, pour alimenter la propagande et faire croire aux troupes que tout va bien, en fait, qui n'était pas du tout le cas. On suit ça, les explosions dans les forêts et compagnie. On voit que le mec planque ses caméras dans le sol, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Et puis on arrive le 2 mai 1945 et on voit les Russes qui sont dans la ville de Berlin avec les Américains et on se doute quand on voit la tronche de Berlin que Berlin est en ruine et que c'est bon, ils ont capitulé, voilà, c'est fini pour l'armée allemande et puis place maintenant à la pacification, quoi. Il y a toujours des petites troupes d'anciens nazis qui sont complètement illuminés du cerveau, qui font des espèces d'attaques ciblées, pas du tout des grosses opérations de malade, mais juste faire le maximum de mal avant de crever comme une merde, en fait. Ça m'a rendu fou, ça. Je me suis dit mais c'est bon, c'est fini, arrêtez les gars. Non, ils continuaient, ils allaient tuer 2, 3, 4 personnes histoire d'être sûr que tu vois on fasse le maximum de mal et que un jour le Reich machin. Mais vraiment, mais c'est un truc de malade. Et un jour, il y a un gars qui va se faire arrêter avec un appareil photo et il va se faire interroger. Et toute l'histoire va être de récupérer toutes ces preuves à charge contre les personnes qui ont servi le Reich pour les juger, à la plupart du temps crime contre l'humanité et compagnie, mais pour justement avoir un maximum de preuves et les faire condamner, quoi, tout simplement. C'est pour ça que toutes ces preuves étaient hyper importantes. C'est pour ça que cette troisième caméra est très importante. Parce que les deux premières étaient là pour la propagande, évidemment, mais la troisième enfermait des choses beaucoup plus privées la plupart du temps. Et c'est là qu'il y a toute une histoire sur ces monstres qui ont fait la guerre.
ces monstres qui ont tué tous ces gens, c'était des monstres, mais malheureusement, ce qui est encore plus monstrueux, c'est que ces gens-là étaient aussi des humains. Il y a toute une histoire là-dessus, il y a tout un filigrane, quelque chose qui te raconte du fait que oui, tu peux les diaboliser tant que tu veux, il faut bien se rendre compte que ça reste des humains. Et c'est parce que c'est des humains qu'il faut bien qu'on parle de ce genre d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, que ce genre de BD soit utile, parce que des humains peuvent se transformer en monstres. Je suis pas un gros fan des BD historiques habituellement, mais là vraiment j'ai passé un super moment. C'était ouf. Voilà, c'était complètement ouf. Le dessin m'a emporté, m'a emmené. C'est pas une histoire qui a un début et une fin, tu vois. On est vraiment sur un tronçon de l'histoire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. D'être juste spectateur d'un moment de l'histoire, tu vois. C'est très rare de commencer à suivre un personnage et de le voir jusqu'à la fin. Souvent, il se passe de mauvaises choses, malheureusement. C'est très bien écrit, et puis des idées de mise en page qui sont vraiment tarées, des trucs qui m'ont subjugué, des trucs qui... Enfin, dans le sens où... des trucs tellement gros, tu dis, mais c'est... J'étais là en train de me dire, mais c'est pas possible. Il a été libéré comme ça. Il a été tué comme ça. Il a été vu comme ça. Il y a vraiment des trucs, tu dis, mais c'est ubuesque. Et malheureusement, ça m'a fait bader, mais comme jamais, quoi. Ça m'a fait bader, mais laisse tomber. Une fois que j'ai fini cette lecture, qui était ma foi forte agréable mais assez pesante, je me suis mis sur le document de Nicolas Ferrard, qui a appelé ça "et pour quelques photos de plus". Et là tu vois, ouais, tu vois tout en fait. Tu vois que il y a des photographes attitrés, il y a des mecs un petit peu héros de la nation en tant que compagnons de propagande. Il y a des photos qui sont dramatiques, bouleversantes. Ce délire de voir Hitler sourire avec Goebbels, putain mais c'est fou. Enfin, bref, et tout ce qui t'explique pourquoi la troisième caméra, le reporter nazi ou simplement reporter des premiers jours de la guerre jusqu'à la chute de Berlin. Tu vois Adolf Hitler avec son chien Blondie. J'ai appris qu'il s'appelait Blondie. Des pièces rapportées d'histoire. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est attiré par les faits historiques habituellement, mais je vous avoue que c'est tellement bien écrit, tellement bien dessiné, tellement bien colorié, et l'axe qui a été utilisé pour amener cette histoire m'a tellement plu que ouais, ça m'a intéressé. Ils ont réussi à amener l'appareil photo, qui est pour moi un art noble, à et d'un côté une simple preuve, et d'un autre côté une preuve réelle comme quoi les monstres peuvent être humains et vice versa. Donc moi qui suis pas un gros habitué des faits historiques, franchement je peux clairement vous dire que la troisième caméra, ça m'a mis sur le cul. Effets spéciaux dans la cave, ma gueule. Guns and Gremlins de Asteda, coucou petit lapin, de Leblanc, Welcome, et de Feilin. Sorti chez Ankama le 25 octobre 2024, ça coûte moins de 20 balles. Regardez-moi cet embossage doublé d'un vernis sélectif. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. Comment c'est possible? De quoi ça parle, hein? Fin 1944. Ah, corrélation avec la BD d'avant? Oui. Les corsaires de l'armée américaine dominent le ciel du Pacifique. Face à une inéluctable défaite, la marine impériale japonaise s'apprête à lancer l'opération Vent divin avec ses 4000 pilotes kamikazes, le lieutenant Hirayuki Hamada est l'un d'eux. Et, à contre-cœur, il doit faire ses adieux à son épouse ainsi qu'à sa fille Riko. Bouleversant alors l'ordre des choses, d'étranges créatures s'invitent dans le conflit vorace et agressif. Les pilotes les surnomment Gremlins. Tu vas apprendre plein de choses, ça va être génial, j'ai adoré. Tu vas apprendre que Gremlins, c'est le nom qui est donné par rapport à le bruit qu'il y a dans les moteurs pour essayer de pas incriminer les mécanos en qui tu dois absolument avoir confiance quand t'es pilote, tout simplement. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan d'avion, hein? Parce que j'habitais à côté d'une base aéronautique navale et j'allais tous les mercredis en vélo avec des potes pour voir les avions faire des ASSP, des appontages simulés sur piste. Oui, on parlait bien de Rafale, de super étendard modernisé. Bref, je suis un grand fan d'avions. Et quel plaisir de retrouver des avions, bordel de merde. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai tout aimé, hein. J'ai trouvé ça ouf de réussir à mêler une histoire historique, d'incorporer des éléments réellement historiques avec qui ont été appuyés. Alors c'est une fiction, mais appuyés de faits historiques. Et de parsemer ça de Gremlins, mec. De Gremlins. Je sais pas si on est bien au courant, mais... De Gremlins. On va mettre des Gremlins avec des pilotes japonais. Voilà. Dans l'armée japonaise. Ah ouais, ok. Dans ce cas-là, tout va bien. Là, tu dis... Attends, c'est quoi cette histoire? C'est un camoulox, quoi? Pas du tout. Bravo, Asteda. Je sais pas comment il l'a fait, mais il a réussi. C'est fort bon. C'est hyper efficace. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, là, encore. Et là, tu dis, mais Mille, c'était chiant comme mec. Tu deviens chiant. Oui, désolé, les gars, mais quand je vais voir les premières pages, t'es là, genre, oh non! Mais que peuvent les hommes face à tant de haine? Oui, je sais. C'est numérique. C'est numérique et ça sent le manga. Et je me dis, ah là 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 là, alors j'ai rien contre le manga ni le numérique, mais c'est pas le dessin que je préfère. Et je me dis, oh non, fais suer, pourquoi tant de
semaine. Et au bout de 2 pages, ça y est, c'est bon, il m'avait enfumé, monsieur Leblanc, bravo. Vous m'aviez enfumé, félicitations. Voilà, vous êtes content? J'ai marché à fond. J'ai vu le mouvement entre chaque case, l'ellipse temporelle, les gouttières entre... Ça bougeait dans les gouttières pour moi, voilà. Le mouvement entre les cases, point barre. Très très efficace. La couleur également, vraiment ça marche très bien. Les effets de fumée, les effets de feu, les effets comme ça, un petit peu d'explosion. C'est pas... Il y en a pas de trop, ça dégueule pas dans tous les sens. C'est assez feutré comme couleur, c'est très très joli. Très très efficace encore une fois. Les dessins d'avion, je sais pas à quel point c'est réaliste, mais vraiment bravo, parce que ça sonne vrai. Ça sonne vrai. Les bâtiments, les navires, tout, ça marche vraiment très bien. Le dessin en plus il est pas photoréaliste. C'est un dessin qui rajoute, qui est pas proportionné exactement, par exemple pour les expressions de visage, un peu comme pour le manga d'ailleurs. Les expressions de visage sont disproportionnées pour exacerber un peu le sentiment que le personnage a. Le chara design est très bon, le découpage est excellent, y a rien à dire, au niveau des dessins c'est top, et pourtant vraiment c'était pas gagné au début. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre ce lieutenant, donc ce père de famille, qui va être contacté par l'amiral. L'amiral va lui dire venez avec moi, il y a une mission, il y a une dernière mission, il faut que vous veniez avec moi voir les grandes huiles là-haut. On doit prendre une décision. Est-ce qu'on continue à se battre comme ça et on finit par crever à petit feu, ou est-ce qu'on mène un vrai coup dur à la flotte américaine en équipant tous nos avions d'une bombe de 250 kg, et quand on termine de tirer sur les avions en l'air, on s'écrase sur les kamikazes quoi. Vraiment on est sur l'opération vent divin avec 4000 pilotes kamikazes. T'imagines le truc? C'est marqué sur la 4e de couverture, c'est pas moi qui l'invente. Le plat garçon le dit, c'est pas moi. En parallèle, on va suivre la fille de ce lieutenant et sa mère aussi. Donc là, c'est la fille qui va découvrir un entrepôt rempli de caisses contenant des œufs qui contiennent des gremlins, tout simplement. Et il y a une espèce de plan machiavélique de cet amiral par rapport à ses pilotes. Il va tout simplement faire un choix par rapport à ses pilotes et ses gremlins. Je vous laisserai découvrir. Mais encore une fois, ça se tient. Tu te dis, mais non, mais on s'en fout, c'est un peu bizarre, machin. Mais pas du tout, ça marche. Et la fin est jouissive. La fin est vraiment jouissive. Les gremlins sont horribles, ces sales petites bestioles qui m'ont fait penser un petit peu à du Alien. Ils sont vraiment dégueulasses. C'est pas les petits gremlins marrants et tout, non, c'est vraiment des gremlins rapides, destructeurs, hyper énervés. Je vous en montre un, putain, je peux pas, voilà, le tout premier qu'on voit là. Regardez-moi cette tronche de taré. Il a une petite gueule, il y a du vice dans ses yeux, tu vois, il y a un petit côté... Il y a un petit côté Macron, vous trouvez pas? Il y a un petit côté Macron, je trouve. Ouais. C'est le regard qui dit, toi, je vais la mettre à l'envers, toi. Et c'est ce qu'il va faire, hein, c'est clairement ce qu'il va faire. C'est violent, c'est touchant, parce qu'évidemment, papa qui part pour sa dernière mission kamikaze, tu te doutes bien qu'il y a un peu d'émotion, quand même, mine de rien. J'ai pas lâché ma larme, mais mine de rien, c'est bien amené. Il y a le rapport mère-fille, il y a le rapport de cette espèce de fumier amiral qui fait ça parce qu'il est obligé de le faire, et en même temps, c'est un peu de sa propre volonté, c'est son idée à la base. Quelque part, c'est un espèce d'énorme fumier. Tu vois, je me suis encore fait avoir. Il faut vraiment que vous mettiez un marque-page pour les notes. Parce que si vous tournez une page avant, vous allez vous faire spoiler, mais grave. Et moi, ça m'a un petit peu cassé mon histoire, je vous avoue que voilà. Il y a énormément de notes. Voilà. Toutes ces notes-là, ce sont des faits historiques qui sont répertoriés pour t'expliquer un petit peu. Ça peut parler d'un diplôme académique, d'un avion, d'un rapport aux mécaniciens et au fait que, voilà, les gremlins par rapport, qu'est-ce que c'est par rapport aux pilotes. Ça parle de beaucoup de choses, j'ai tout lu, c'était vraiment très 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 plaisant. C'est terriblement efficace. Franchement, Guns and Gremlins, je vous conseille à toutes et à tous, que vous aimiez le comics, la BD ou le manga. Si vous êtes un tout petit peu sensible à la fantasy, aux gremlins, un peu à la folie et à l'aspect historique, vous allez forcément y trouver votre compte. Moi, je vous conseille absolument de lire Guns and Gremlins. Ah, ça me donne envie de le croquer quand même. Croquer dans un oignon. Et maintenant ma petite perruche, c'est mon petit péché mignon. Ça coûte moins de 15 balles. Sorti chez Rue de Sèvres, au label 119. Sorti le 16 octobre 2024. Tu l'auras deviné, c'est le Lowrider, tome 5. C'est pas le dernier, mon pote, c'est pas le dernier, j'ai entendu des gens dire. Non, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. T'arrêtes de dire ça, t'arrêtes de dire ça. Non. C'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. Sors ça de ta tête. C'est pas le dernier, ok? Si c'est... Continuez pour moi, s'il vous plaît. Alors maintenant, toutes les petites perruches, là. Vous allez me faire le plaisir d'acheter tous les Lowriders que vous trouvez partout, ok? Je veux qu'il n'y en ait plus un seul en librairie. Et qu'on envoie un message fort à Run et toute la compagnie pour leur dire, les gars, vous pouvez pas faire ça, ok? Moi, ça fait depuis pratiquement 2011, je crois. Ouais, je dis pas des conneries, hein. 2011 que je suis ça, les doggy bags puis le Lowrider. Donc, let's go, ok? Si vous connaissez pas le Lowrider, je vous explique un petit peu le délire. 3 histoires, là, le sujet c'est la baston. C'est la générosité, c'est les parpeng, c'est les copains. On est sur de la baston. Première histoire, Pagani, Metallic, Madness. Deuxième histoire, Sylvain Repos qui fait l'ultime samouraï de la route 66. Et enfin, on finit
en explosivité avec Run, avec œil pour œil. À l'intérieur, vous y retrouverez le courrier des lecteurs, 2 éditos, des fausses publicités de Monsieur Yuck, voilà, des publicités, du kiff en barre, vraiment du kiff en barre, et d'investigation, un peu de travail de recherche sur, par exemple, je ne sais pas, les démons, l'Apocalypse, sur les intelligences artificielles, ou encore une fois, le travail qui a été fait après la guerre pour les gueules cassées, voilà, avec des masques et compagnie. C'est toujours hyper intéressant, intelligent, et à la fin, t'as un petit poster, ma gueule. Là, j'ai le samouraï de Monsieur Repos, voilà. Sauf que tu peux en avoir 3, donc ça donne envie d'acheter les 3. Tout simplement. Et c'est là que c'est vicelard, mon pote. Mais c'est pas grave, parce que c'est de la bonne canne. La première histoire s'appelle Metallic Madness. On va tout simplement suivre cette troupe de jeunes qui vont juste aller voir des combats de robots à la base, sauf qu'ils vont se rendre compte que tous les robots de la ville se mettent à péter les plombs et tout simplement zigouiller tout ce qui est humain. Donc du coup, ça va se transformer en course-poursuite et ils vont devoir vraiment se défendre s'ils veulent pas crever, parce que c'est très sanglant, ils sont vraiment très puissants les robots. J'ai beaucoup aimé, je peux vous en montrer beaucoup plus, mais la fin est incroyable. Je crois que le Pagani a tout simplement écouté un avis qu'on lui avait donné pour une fin différente, et ça marche divinement bien. Donc bravo pour cette histoire très efficace. Les dessins sont très particuliers, moi j'aime beaucoup. Il y a un côté très Street of Rage, un côté très vieille borne d'arcade. J'aime vraiment les couleurs qui ont été utilisées, ça me fait penser à du cyberpunk. Il y a un côté très Blade Runner, et en même temps c'est jouissif quoi. Il y a quelque chose de terrifiant dans ces robots avec cette espèce d'œilleton rouge là. Il y a vraiment c'est un dessin en nuances de bleu et de rouge. Vraiment chapeau, parce que c'est fin, c'est beau, c'est bien foutu. On a une petite planche de Monsieur Run à la fin et une explication sur l'intelligence artificielle et une petite discussion avec une IA. Run s'est octroyé le droit de faire une interview avec ChatGPT et c'est à mourir de rire, et ça rassure surtout parce que tu te rends compte que on a encore de beaux jours devant nous, même si ça va très vite. La seconde histoire de Sylvain Repos, elle s'appelle L'ultime samouraï de la route 66. On va tout simplement suivre 2 petites filles qui se font pourchasser. Alors vous avez vu, il y a toujours des recherches sur le démon apocalypse, la culture traditionnelle comme fondement, avec la musique et tout. Enfin bref, il y a des trucs vraiment hyper intéressants. On va voir ces 2 petites nénettes qui fuient des énormes démons qui veulent tout simplement les fumer. Tu te rends compte que le monde est parti en steak et que maintenant t'es obligé de vivre en communauté si tu veux pas crever, sauf que les communautés sont horribles avec les filles surtout. Le samouraï étant Harley Davidson, déjà ça c'est gagné pour moi, il a un sabre, c'est gagné pour moi, et il découpe les gars pour essayer de sauver ces 2 petites sœurs qui sont en train de fuir ces horribles démons. Il y en a une qui va laisser l'autre pour morte. Malheureusement ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir beaucoup de non-dits, il va y avoir beaucoup de surprises dans cette histoire. Le samouraï ne sera pas au bout de ses surprises parce que il y a une histoire de possession démoniaque. Et ça c'est quand même assez kiffant et je l'ai pas vu venir, voilà, je l'ai pas vu venir. J'ai beaucoup aimé ce 2e épisode et puis le dessin est incroyable quoi. On est d'accord que c'est très violent, c'est très sanglant, du sang, des tripes, des os et des boyaux. J'ai beaucoup aimé, le découpage est top. Enfin vraiment c'est un exercice qui est pas simple, je pense, de faire une histoire en si peu de cases et de réussir à couper dans le gras quoi. Réussir à avoir une histoire qui se tient comme ça, franchement chapeau. La 2e histoire est vraiment terrible, je vous la conseille. Et la dernière histoire s'appelle Œil pour œil, elle est signée Run. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimé sur un fait historique que je ne connaissais absolument pas. Un fait historique qui se passe au Mexique, à Veracruz en 1914, ouais c'est ça. Je m'en rappelle de la date, tellement c'était passionnant et bien amené. Je pense que l'école, ça devrait être comme ça, il devrait s'inspirer. Ron, tu devrais aller parler au ministère de l'Éducation. Ça va tout simplement concerner des Américains qui vont prendre, sous prétexte que les Mexicains ont 9 d'entre eux qui sont en otage, il me semble, ils vont tout simplement investir le Mexique, Veracruz. Et il va y avoir de la baston, ça va canonner dur quoi. Il va y avoir des tirs et tout, ça va être un peu le bordel quoi. Donc en fait, on va suivre des Marines et des marins. Donc les Marines sont en vert et les marins, eux, sont là pour porter le pactage de tout le monde. Et il y a un des marins qui dit putain mais moi je suis pas venu là pour me tourner les pouces quoi. Ce marin là, c'est ni plus ni moins que Popeye avec ses 2 encres de marine sur les bras. Une fois qu'on a vu ça, hop, ellipse temporelle, on arrive dans une espèce de polar noir où on voit un mec s'approcher et vouloir rentrer dans une espèce de supérette pour acheter des épinards. Pour autant, il se fait dégager dehors. Il y a un flic qui vient le voir et qui lui dit qu'est-ce qu'il y a monsieur ? Ces gens-là veulent pas me laisser rentrer. Et là, il se fait massacrer par le flic. Tu te dis bien que effectivement, la mafia qui peuple ces rues, les flics sont aussi pourris qu'eux quoi. Et là, tout simplement, Popeye va péter un plomb. Popeye qui est bien badass, vraiment. Il n'y a pas plus badass que lui. Il va se mettre à péter la gueule de tout le monde et ça va se terminer par, je vous le dirai pas, mais il y a des plans tout à fait magnifiques. On sent les coups, la violence des coups. Le dessin de Run, moi, me fout toujours sur le cul à chaque fois. C'est magnifique, voilà, c'est magnifique. C'est bourré de bonnes idées. En si peu de pages, réussir à avoir autant d'idées et à mettre tout ça en œuvre pour avoir quelque chose. Alors c'est pas une histoire qui est ultra ouf, si tu veux. Le plus intéressant, c'est presque le fait historique, mais c'est juste de la baston. C'est jouissif. C'est dans le thème de Solo Reader. J'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai adoré. Les couleurs, le design, les impacts, la baston, la bagarre. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et tu termines sur un petit
une petite information sur les gueules cassées qui ont vraiment changé la vie de toutes ces personnes qui sont venues, ils sont arrivés invalides ou à qui il manquait des bouts de visage et compagnie. Ça les a vraiment aidés, donc je vous conseille fortement ce Lowrider, c'est toujours un plaisir. J'espère sincèrement et plus sérieusement que c'est pas le dernier. Voilà, parce que moi je kiffe et je soutiens à fond Lowrider quoi, que c'était la même chose pour le Doggy Bags. Lowrider, je sais pas pourquoi ils va l'arrêter, peut-être qu'ils sont surmenés ou quoi. Je sais que maintenant les Neyef, les Bablé et compagnie sont un peu plus pris. Peut-être, tu vois. Et du coup, ça manque un petit peu de temps pour proposer du contenu. Peut-être que c'est aussi un souhait. J'espère que ça va pas arriver parce que vraiment, il faut soutenir ce genre de truc. En France, pour moi, c'est l'un des trucs à l'époque qui avait vraiment révolutionné la BD française. Ces 15 dernières années, à mon sens, il n'y a pas eu de proposition plus folle que ça. Voilà. Moi, je vous conseille si vous connaissez pas, de foncer, ouvrir un Lowrider. Vous allez juste halluciné de voir le talent de tous ces artistes. Et puis à l'époque, c'est peut-être un petit peu moins le cas maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment un vivier incroyable, une possibilité pour que des nouveaux artistes débarquent et que ça révélait des nouveaux artistes de ouf quoi. C'était vraiment un endroit où les gens se dévoilaient quoi. Donc moi j'aime beaucoup toujours Lowrider. Donc allez soutenir Lowrider, c'est vraiment de la pure frappe, même toujours maintenant en 2024, depuis 14 ans, c'est une dinguerie. Oui, bon, excuse-moi, je suis pas déguisé en Batman, tu l'auras deviné, c'est Batman. Batman First Night de Dan Jurgens et de Mike Perkins. Donc Dan Jurgens, c'est Superman chez DC. Et Mike Perkins, c'est du Swamp Thing, il me semble. Lois Lane aussi, je crois. Bref, c'est chez DC Black Label, sorti chez Urban Comics en France, le 30 août 2024. Ça coûte 18 balles. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est pas cher. C'est pas cher, mine de rien. Toujours 18 balles, on est tous d'accord que 18 balles, putain, ça fait 2 pintes. Mais grand format carré comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce format. Et que dire, si ce n'est que j'ai adoré. Les couleurs sont de Mike Spacer, j'ai fait l'oublier. Mike Spacer, le boss absolu, vraiment, il est trop fort. De quoi ça parle? 1939, le fascisme monte au lendemain de la Grande Dépression, alors que la menace d'une grande nouvelle guerre... Oula, y a pas un thème sur cette satanée vidéo là, hein? Ouais, on est d'accord. Les oignons. Mais non, évidemment, la Grande Guerre. La Grande Guerre outre-Atlantique, le bruit court qu'une créature de l'ombre arpente les rues de Gotham City pour faire régner la justice. Quand ce Batman, en 2 mots, enquête sur une série de crimes d'une rare violence, il réalise que chacun de ses suspects est en réalité mort et enterré, avec pour seul allié James Gordon, enquêteur du GCPD. Le Chevalier Noir va devoir lever le voile sur ces criminels réanimés et trouver le moyen de les arrêter. Voilà, c'est ça l'histoire, en gros. On suit un Batman qui est magnifique, déjà on peut en parler de Batman. Batman qui a ni plus ni moins que des gants violets, un peu old school, des grandes oreilles monstrueuses, un Batman terrifiant. Un Batman terrifiant, monstrueux, qui pour le coup fait vraiment peur à tout le monde. Voilà. J'aime beaucoup. Il est en plus amené un petit peu à ce rang que j'aime beaucoup avec Batman de mythe. On sait pas s'il existe vraiment, est-ce qu'il a, tu vois, il vient de débarquer, donc est-ce que c'est vrai, tu vois? J'aime beaucoup ça. En gros, il y a un mec qui s'appelle Lavoie qui donne des ordres à des gros malabars surhommes un peu, qui vont se charger de tuer des gens importants de Gotham City. Quand Batman ou la police prélève les empreintes ou autres de ces armes, les empreintes nous révèlent des gens morts. La plupart du temps, des gens morts électrocutés. Donc, évidemment, Gordon, qui est hyper intègre, lui, il sait que la police est archi pourrie, on est vraiment dans un... Tout le monde est pourri jusqu'à la moelle et Gordon est le seul, encore une fois, mec un peu droit dans ses bottes. Batman va se prendre un peu d'affection pour Gordon, sauf qu'ils vont pas trop communiquer entre eux. Il y a quelque chose de très puissant entre Gordon et Bruce Wayne. Parce que quand les parents sont morts de Bruce Wayne, Gordon a juré, plus ou moins, de prendre des nouvelles de ce mec-là. J'aime beaucoup parce que c'est une histoire qui épouse un peu les codes du polar noir, tu sais, la pluie, les ruelles crasseuses et compagnie, les flics pourris, les prostituées, les chambres de passe, les prisons un peu sombres. Il y a un aspect à la religion qui est assez intéressant aussi, de Batman par rapport à la religion. Et puis c'est cool parce qu'on est en 1939, Batman n'a pas de gadget électronique, il n'a pas d'ordinateur. Quand il se prend un coup dans la tronche, il faut qu'il assume derrière. Quand il se fait cramer, parce qu'à un moment il va se faire à moitié brûler, et il peut pas aller dans un bain cryogénique, quoi, tu vois. Il peut pas se faire cryogéniser et tout va bien, quoi. Non, il morfle. Il a très peu d'épaules sur qui il peut compter. Il y a pas de majordome, il y a pas d'Alfred. Il y a des gens qui le découvrent, c'est quelqu'un qui est un petit peu Batman, là, dans cette histoire-là, c'est quelqu'un qui est un peu gauche, hein, qui fait pas suffisamment attention, tu vois. Et voilà, il y a plein de références
à la mythologie de Batman là-dedans. Je trouve que vraiment, c'est une putain d'histoire, c'est une putain d'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul problème, c'est qu'une fois que tu sais pourquoi ces gens-là sont un petit peu augmentés, et ben en fait ça va très vite, c'est assez rushé, et j'aurais aimé une issue supplémentaire. Malheureusement c'est pas le cas, ça n'entache pas du tout l'histoire, mais j'ai trouvé la fin un peu vite expédiée. C'est magnifique, hein, vraiment, Mike Spacer c'est un boss au niveau de la couleur, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Et puis les dessins, je les aime beaucoup quoi. Mike Perkins, vraiment c'est un putain de dessinateur quoi. Ancrage de ouf, dessin de ouf, le mec est trop fort, le mec est trop fort. Il y a du rythme en fait dans les cases, il y a de la beauté. J'aime beaucoup ces cadres blancs là. Il n'y a pas de bord perdu. Ça va jusqu'au bout, tu vois. Le dessin va jusqu'au bout des pages. J'aime énormément. J'aime vraiment énormément. Toutes les idées sont bonnes en fait. Toutes les idées sont bonnes. Je vous conseille vraiment, si vous aimez Batman, vous êtes pas fait ce cadeau, allez-y, foncez. Ce Batman est terrifiant. C'est vraiment un monstre. Hein. Il est érigé au rang de bête, mythologique. Et puis il y a un petit côté Frankenstein que j'aime beaucoup avec ces espèces de gros malabars un peu teubés là. C'est toujours l'ambiguïté de Batman, de est-ce qu'il doit se protéger pour une arme, parce que dans ce monde-là, il va pas faire de vieux os, parce que la technologie n'est pas aussi avancée. Donc il hésite à prendre une arme. Est-ce que ce serait pas ça la différence entre un tueur et un justicier? Enfin bon, il y a tous ces codes qui sont bien respectés, l'intégrité de Gordon, et les femmes un peu fatales, les gens sur qui il peut compter, le côté très spirituel, le deuil de la famille. Voilà, il y a tout y est, il y a juste la fin qui est un peu vite expédiée. Et puis en plus de ça, vous avez des dessins parfaitement jouissifs quoi. Vraiment, c'est un truc de malade. Hein. C'est Batman First Night. Il n'est jamais trop tard pour se procurer une bonne œuvre de Batman. Moi, ça m'a fait du bien de lire du Batman. Encore une fois, c'était pendant la guerre. Bon, je l'ai pas fait exprès, mais ça fait toujours plaisir. Et voilà, mes petites perruches, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout. Je pense que la vidéo est beaucoup trop longue, on est d'accord. Mais je sais pas, j'ai une folie de lecture en ce moment. C'est de la folie quoi. J'ai une BD, un comics par jour en gros quoi. La semaine dernière, c'était 10 en 7 jours. Donc ça fait presque 35, 40, ça arrive jusqu'à 50, tu vois. Je suis complètement fou en ce moment. Je lis tout, j'ai envie de tout lire ce qu'il y a dans ma bibliothèque, ce que j'ai pas lu, faire table rase et repartir à zéro, quoi. C'est aussi simple que ça, donc merci si vous êtes encore là, dites-le dans les commentaires, mais vous êtes des grands malades. Des grands malades. On refait un petit tour. Judas, une œuvre qui était vraiment pas gagnée pour moi, parce que voilà, pas religieux et tout, pas intéressé par ça, et vraiment une œuvre touchante, spirituelle, je m'attendais vraiment pas à ça. Chapatanka, tome 1, alors il y a pas de tome 1, hein, mais je pense que ça a tellement bien marché qu'il y a le tome 2 qui va arriver, et c'est tant mieux pour nous, parce que c'est débridé, quoi, c'est un humour bienveillant. Et en même temps, c'est un peu grinçant. Le dessin est vraiment chouette. Il y a vraiment un petit côté très cartoony, très rond. T'es à la maison, t'es à la maison. Ensuite, bon là t'es un peu moins à la maison. La troisième caméra. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le document qui est à la fin et qui t'explique plein de trucs. Et l'histoire n'a pas été entachée par tous ces aspects historiques. C'est juste, ça sert le récit, point barre, et derrière, après, on balance toute la sauce. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est sorti chez Glénat, la troisième caméra, je sais qu'il y a une édition un peu plus prestige. C'est vraiment de la folie. Guns and Gremlins, bon bah là, putain, un tour de force, comment réussir à faire et de l'histoire, et balancer de la pop culture là-dedans. Bravo, je sais que c'est une histoire qui a été écrite en partie pendant le Covid. J'ai passé un super moment. Je crois que c'était aussi un projet qui devait arriver pour un Doggy Bags, mais qui a pas abouti. Et bah tant mieux qu'il soit un peu plus long. Tant mieux, parce que vraiment, c'est vraiment hyper bien maîtrisé. Asteda, c'est vraiment un gars qui a du goût quoi. C'est vraiment un gars qui a du goût et dans la sélection de ses histoires et et le fait de s'entourer avec des dessinateurs qui m'a mis une tarte. Pour du numérique typé manga. Ça c'est un putain de miracle. Je te le dis, c'est un putain de miracle. Ensuite, bon bah voilà, je demanderai jamais le reader, allez soutenir ça. Moins de 15 balles. C'est un kiff en souplesse. Voilà, j'ai envie de te dire, ça fait des années que je lis ça et je m'en passerai jamais. J'espère que ça durera encore des années. Et pour finir, bah Batman First Night dont je viens de vous parler, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a vraiment ce côté retour aux sources que j'ai bien aimé parce que l'époque, parce que une envie aussi de l'auteur Dan Jurgen de repartir là-dedans. C'est vraiment une belle enquête et c'est marrant parce qu'avec Batman c'est le seul qui me fait ça. C'est que je viens chercher une enquête et quand j'ai de l'enquête je suis content. Quoi. C'est un peu bizarre, c'est des chaussons où tu connais la pointure et t'es bien au chaud dedans quoi. J'ai beaucoup aimé ce Batman, je sais pas comment on veut expliquer. Je sais pas quelle critique il a eu, je l'ai même pas vu, j'ai même pas cherché. Et j'ai trouvé la fin un tout petit peu rushée mais pas mauvaise et j'ai vraiment trouvé que le déroulé de l'histoire, le dessin, l'aspect noir un petit peu comme ça, néo-noir, enfin j'ai vraiment un truc hyper stylé quoi. Il y a un petit côté Sin City dans l'ambiance, un petit côté Marvel là, ouais j'aime beaucoup. Donc Batman First Night, je vous le conseille également. Vous, mes petites perruches, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos petites pépites de la semaine. Vous avez vu, hein, je commence de plus en plus à acheter ce que vous me conseillez. Ça commence à devenir dangereux, mais évidemment j'en redemande encore. Donc mettez-moi vos petites pépites de la semaine. Suivez-moi sur Insta, Thread, X. Et sur ce, moi je fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.